Bonsoir tout le monde. Donc cette fois-ci, je vais parler des sorcières de Salem puisque je viens de parler de l'idolâtrie. C'est un hasard vraiment parce qu'il y a une année, je pense que j'en avais parlé le même jour en plus de ce sujet-là. Mais bon, c'est toujours bien de faire un rappel parce que on est le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et, euh, et donc, on dirait que c'est, comment dire, à charge comme vidéo, mais pas du tout. Je vais essayer justement d'être le plus objectif possible pour transcender les clivages et préjugés qu'il y a eu au travers des époques et qu'on s'ajuste à notre époque justement. Alors, donc entrons dans le contexte. C'était au Moyen Âge, il y avait l'Inquisition religieuse. Elle était très très cruelle parce qu'en fait, l'Inquisition religieuse se référait à la règle écrite et interprétée au premier degré. Et donc, c'était très dur de vivre là-dedans parce qu'en fait, la règle, elle peut être écrite avec l'ego. Et l'ego, c'est le poison du déséquilibre intérieur exporté vers l'extérieur, si vous voulez. Et donc, euh, c'est juste impossible par rapport à sa propre condition d'existence de pouvoir respecter des règles qui n'y correspondent pas. Alors, il y a une forme d'anarchie qui s'est développée et ça a été les sorcières. Alors, les sorcières de Salem, en l'occurrence, devaient vivre sous la dictature de l'Inquisition. C'était très difficile. Et puis, il y avait une forme d'injustice intérieure qui était en elles parce qu'à cette époque-là, les femmes étaient considérées comme inférieures. Et donc, c'était bien plus dur à vivre. Et déjà, dès le jeune âge, elles avaient cette injustice et cette haine qui grandissait en elles, on va dire. Et donc, ce qui est très compréhensible, quand tu te fais punir 20 fois plus fort que on va dire, le dommage que tu causes, entre guillemets, et qu'on n'a pas le sens des priorités ni le sens de la mesure, c'est normal de ressentir une profonde injustice. Et donc, elle, euh, elle désobéissait aux règles en cachette. Voilà, elle voulait être plus dans la liberté. Et c'est normal parce que c'est dans notre condition d'existence de trouver un juste milieu entre la liberté et la sécurité. Donc quand on est trop dans la sécurité, c'est-à-dire dans l'oppression, ce qui était leur cas à elle, on essaye de se délivrer de cette oppression, si vous voulez. Et donc, voilà, le problème, c'est qu'elle faisait un peu n'importe quoi parce que l'éducation qui est trop sévère est lacunaire aussi. Donc, on ne sait pas se développer correctement. Et donc, on a des défauts d'interprétation aussi, ce qui va créer de la mythomanie. Et donc, il y aura de la mythomanie chez les sorcières, et c'est ça qui va créer l'histoire des sorcières de Salem. Parce que quand on se développe bien intérieurement, on sait s'ajuster sans avoir besoin d'un soutien extérieur, et donc on entre moins dans la mythomanie. Maintenant, quand on s'ajuste pas bien, voilà, on peut... Il y a un truc qui se passe chez les mythomanes que j'ai remarqué, c'est genre, il y a un mensonge qui naît en eux, et c'est comme s'ils s'envolaient un peu, comme un genre de ballon à hélium, et puis ils le rattrapent, hein, vous voyez, comme s'il y avait une corde, comme pour un cerf-volant, et puis ils le reprennent et ils font comme si c'était une vérité, vous voyez. Donc ça, c'est un phénomène, c'est un mécanisme de défense. On peut pas blâmer les gens qui ont ce mécanisme de défense parce que, par exemple, avec l'acquisition, peur de se faire punir beaucoup trop fort par rapport à ce qu'on fait. Donc c'est ça la source, donc il faut bien comprendre. Et donc voilà, la mythomanie est née de ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les sorcières, on va les découvrir en train de ne pas respecter les règles et par peur d'être punies, parce que comme je dis, l'acquisition était cruelle. Elles vont utiliser justement la perversion de l'acquisition, c'est-à-dire cette naïveté de croire en leurs propres règles comme étant la vérité absolue. Donc si vous voulez, le méchant dans la religion, c'est le diable. Donc les sorcières vont dire que elles sont en contact avec le diable et que le diable leur dit qui a vendu son âme en fait. Donc comme elles savent être en contact avec le diable, lui leur dirait soi-disant que telle ou telle personne dans le village lui aurait vendu son âme. Et en fait, les sorcières, elles gagnent du temps grâce à ça parce que ça leur sauve la vie, mais le problème, c'est qu'elles jettent l'opprobre sur des boucs émissaires. Et donc, en fait, il y a des gens qui commencent à se faire exécuter. C'est pour ça que c'est une histoire tragique, dramatique, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a plein d'innocents qui se font exécuter, qui n'ont rien fait, sur la simple opinion, la simple parole, et c'est là qu'on voit qu'on a une justice
de très bas étage, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne normalement la vraie justice. Il y a des remparts de sécurité contre la folie justement, donc on ne condamne pas sur une opinion. Il y a qu'en dictature qu'on fait des choses ainsi. Mais sinon, en démocratie, c'est certainement pas comme ça que ça fonctionne. Il y a la présomption d'innocence. Et d'ailleurs, quand on a érigé la justice, on a dit vaut mieux un coupable dehors qu'un innocent en prison. Donc en gros, c'était ça la vision démocratique, et qui est, qui est le contraire de la vision acquisitrice, qui préfère mettre tout le monde en prison plutôt que de laisser un coupable dehors, d'accord? Donc c'est un peu, vous voyez, donc c'est dur de trouver un juste milieu par rapport à ça, mais c'est ça qu'il faut viser. En tout cas, les extrêmes qui veulent laisser tous les coupables dehors ou mettre tous les innocents en prison, il faut arrêter avec ça. Donc c'est pour ça qu'il faut des processus longs dans la justice, des enquêtes, comme on dit, pour avoir le fameux de l'histoire. Mais sinon, on peut pas juger dès le début d'une opinion ou je sais pas quoi. Ça, c'est terrible. Et c'est justement ce qui s'est passé. Alors, dans cette histoire, il y a une autre histoire, c'est l'histoire de John Proctor, comme je dis, qui est un citoyen modeste. Et lui, il a une femme. Ça fait longtemps que j'ai plus vu le film, donc je sais pas s'il a des enfants. En tout cas, je me souviens très bien qu'il a une femme, parce que ça va être important dans le film. Elle va se faire accuser et elle va se faire exécuter. Et en fait, ce sera à cause d'Abigail Williams, parce qu'Abigail Williams, elle ne s'est pas construite jusqu'au bout, comme je dis, parce que voilà, à cause de l'acquisition et de la maltraitance des femmes. Mais elle est amoureuse de John Proctor, et John Proctor, c'est un mec droit, en fait. Et c'est un gars qui fait pas du tout partie de l'acquisition, et donc elle l'aime bien pour ça, en fait. Et le problème, c'est que il y a une forme de jalousie. En fait, elle veut devenir lui, tout en sortant avec lui. Fait que c'est quelque chose de très malsain comme ça qu'on repère. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que elle va faire accuser sa femme par jalousie, parce elle lui fait des avances et lui refuse. Et donc, lui, après, il est en rage puisqu'il était amoureux de sa femme. Donc, la déception est à la hauteur de l'investissement quand il y a une perte, on va dire. Et donc, il est détruit, le gars. Donc, on le voit dans l'eau, il fait aller sa rage et il dit Dieu est mort, le célèbre Dieu est mort de Nietzsche. Et effectivement, à cet endroit, je pense que voilà. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il va y avoir une association démoniaque, entre guillemets. J'aime pas utiliser ce genre de terme parce que c'est assez mystique, mais on va dire que c'est une genre de contamination virale psychologique. C'est comme s'il y avait un virus psychologique qui est un mensonge, une rumeur qui se répand, on va dire. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé. Parce qu'il n'y avait pas de barrière de sécurité justement, et donc l'acquisition a exécuté plein d'innocents, et dont John Proctor. Abigail Williams va venir narguer John Proctor le jour avant son exécution, et elle et ses amies sorcières vont s'enfuir. Donc elles auront fait plein de boucs émissaires pour pouvoir se libérer elles-mêmes, et voilà. Mais l'acquisition était cruelle. Donc il y a eu une genre d'association entre l'extrême droite acquisitrice et l'extrême gauche collaborationniste, entre guillemets, puisque c'est cette extrême gauche ne voulant pas assumer ses propres défauts qui trouve des boucs émissaires. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention à notre époque. Donc la justice, elle doit avoir des barrières de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne croit pas aux rumeurs, on ne croit pas à l'opinion, il y a la présomption d'innocence, et puis il y a une justice qui doit faire ses preuves. Et on a droit... Enfin, il faut qu'il y ait une offense et une défense, parce que quand on retire la défense, ça s'appelle une exécution sommaire, c'est en dictature qu'on fait ça. Donc ça, il n'y a pas en démocratie. Les gens qui veulent retirer la défense d'autrui, ce sont des dictateurs. Peu importe leur sympathie, l'image qu'ils font passer, s'ils s'habillent bien, on s'en fout. Dans le fond, s'ils font ça, c'est de la dictature, d'accord? Donc ça, il faut bien voir le fond, les gens. Les gens qui font ça, c'est hors de question, d'accord? Donc voilà. Alors après, il y a quelque chose pour moi qui ne va pas à notre époque. C'est-à-dire que oui, la justice humaine, déjà il y a les inégalités par rapport à l'économie, donc voilà, les jugements sont complètement torchés par rapport à ça aussi. Et puis voilà, et puis il y a aussi le fait que comment dire, dans la justice états-unienne, par exemple, on peut attaquer autant de fois qu'on veut, et il y a des gens qui attaquent pour l'argent, d'accord? Donc ça, il faut bien se le dire. Il y a des gens qui sont de réelles victimes et qui demandent réparation. Ça, c'est vrai, et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Mais en même temps, il y a des gens qui ont une vie facile
à un tel point qu'elles confondent les besoins et les caprices et elles estiment qu'on leur doit réparation sur leur simple opinion, d'accord? Et ça, c'est hors de question. Donc, on peut pas faire des accusations fallacieuses sans avoir aucune espèce d'objectivité interne. Ça, c'est hors de question. Donc, pour moi, en fait, ce qui manque à notre époque, c'est de punir la simulation. Parce qu'aux États-Unis, on peut accuser autant de fois qu'on veut jusqu'à ce qu'on gagne et dépouiller l'autre par rapport au fait de le fatiguer psychologiquement en menant des procédures en permanence comme ça. Donc, on ne devrait pas pouvoir faire ça, d'accord? En justice, pour moi, on doit punir la simulation. Ça veut dire que si tu fais une accusation fallacieuse et que c'est prouvé que c'est hyper fallacieux, tu dois être condamné aussi, en fait. Moi, c'est comme au football. Au football, si vous voulez, vous avez un arbitre qui est un médiateur entre deux équipes. Mais il y a des simulateurs. Mais imaginez si on ne punissait pas la simulation, il y aurait que des matchs où il y a que des gens qui se jettent par terre, d'accord? Donc, ce serait un truc de malade. Il y aurait plus de matchs. Donc, on a décidé dans le foot de punir la simulation, c'est-à-dire si l'arbitre remarque que le joueur fait semblant d'être touché par une faute et qu'il n'y a pas de faute, eh ben, il peut recevoir un carton jaune dans certains cas, même rouge dans d'autres. Donc, voilà, par rapport à la gravité de l'accusation et des préjudices commis par rapport à l'accusation, on devrait être puni, je trouve. Et ça devrait être relatif, évidemment. Ça devrait être proportionnel. Là, il faut pas faire n'importe quoi, évidemment. Que si c'est une simple petite accusation, on va pas punir comme l'acquisition fois 20 par rapport à ce qui s'est produit. C'est ça que je dis. Mais quand même, il faut que ce soit là. C'est-à-dire, même si c'est une petite punition, il faut qu'elle soit là. Parce que ça ne peut pas exister, ça, les gens. D'accord? Et je parle de manière générale. Hein, c'est dans la condition humaine. Donc, je suis inclus dedans. Tout le monde est inclus dedans. Il n'y a pas d'exception ici. Donc, ça, c'est juste pour qu'on puisse créer un vivre ensemble. Mais c'est important parce que justement, dans la lutte féministe actuelle, il y a des féministes qui amènent le combat féministe vers le haut en créant une bonne réputation par une très bonne défense, par une très bonne plaidoirie, on va dire. Mais par contre, les féministes qui se comportent comme les sorcières de Salem, elles tirent le combat féministe vers le bas parce que un extrême fait naître l'autre. Et quand on abuse de la mythomanie, on fait revenir l'acquisition, d'accord? Donc si vous voulez pas voir revenir la cruauté acquisitrice, il faut arrêter de mentir surtout comme ça. Et aussi, si vous voulez pas voir revenir la mythomanie, il faut arrêter de punir les gens à l'excès pour des conneries, d'accord? Il faut pas punir aussi fort, il faut être proportionnel, voilà. Et puis ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, il faut être flexible dans l'éducation, parce que sinon on crée trop de peur et les gens n'osent plus rien faire, ils n'osent plus être audacieux, être entreprenants et tout ça. Donc, il faut aussi être compréhensif et savoir passer l'éponge et laisser tomber des trucs. Parce que ça, c'est important. Comme j'avais expliqué par rapport au pardon, et je vais terminer sur ça, le juste milieu, c'est pas la vengeance ou l'oubli, c'est le pardon. Les deux extrêmes, vous avez deux extrêmes, la vengeance et l'oubli. La vengeance est là pour rappeler à l'oubli qu'il faut se rappeler. Et l'oubli est là pour rappeler à la vengeance qu'il faut savoir oublier. D'accord? Donc, si les deux extrêmes existent, ce n'est pas pour rien. Mais ce qui est la bonne direction, c'est le pardon. C'est-à-dire que on n'oublie pas, parce que oublier, ça serait permettre à quelqu'un de prendre la souffrance qu'il inflige pour acquis et de pouvoir recommencer à l'infini. Donc, on est dans une souffrance éternelle. Ça n'a aucun sens, d'accord? Donc, on pardonne parce que on veut avoir un avenir en commun. Et c'est ça le plus important, c'est de se dire que ça sert à rien parce qu'on n'a pas d'avenir dans cette direction aux personnes. Donc, il faut savoir pardonner pour avoir un avenir en commun. Mais il ne faut pas oublier, parce qu'il faut tirer des leçons de ce qui s'est mal passé pour pas que ça se reproduise, d'accord? Donc, il faut oublier la vengeance, parce que la vengeance, ça nous emmène dans quelque chose de pourri, et vers une dégradation, un cercle vicieux qui tire tout vers le bas, d'accord? Donc, on va vers la destruction, on n'a pas d'avenir. Mais en même temps, si on est dans l'oubli, on néglige les erreurs desquelles on peut tirer des leçons, et donc on est condamné à être dans un cercle vicieux aussi, à recommencer. Donc vous voyez bien que les deux extrêmes mènent vers la destruction, et qu'il faut aller juste milieu. Et le juste milieu, c'est le pardon. Donc dans ma précédente vidéo, j'avais dit ni star ni fan, être humain. Et dans celle-ci, je dis ni vengeance ni oubli, le pardon. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.